Aïe, aïe, aïe. C'est écœurant. Aïe, aïe, aïe. Puis le résultat, ça a quand même été impressionnant. Ça pousse assez vite. On le voit quasiment pousser à vue d'œil. Il m'avait promis 5 tonnes de matière sèche à l'hectare, puis on l'a fait à la première coupe. Alors bien le bonjour et bienvenue à cette quotidienne. C'est la quotidienne agricole et agroalimentaire, celle du jeudi 9 avril de l'an 2020. En vous souhaitant un bon appétit si vous nous regardez en direct ce midi ou en différé à quelques moments de votre journée ou de votre semaine. Je souhaite particulièrement un bon appétit parce qu'on va parler bouffe ce midi. Vous allez certainement apprécier ce que vous allez entendre ici. Différents invités, en fait, les invités habituels vont joindre à moi au cours de cette heure de lunch. Vous allez reconnaître les gens de l'Institut. Vous allez reconnaître nos différents chroniqueurs également au journal La Vie agricole. Il est intéressant également de voir que certains s'intéressent à notre produit. Si vous désirez y obtenir une visibilité, c'est très facile. Vous rejoignez notre excellent conseiller aux ventes, Sylvain Lalonde. Vous allez retrouver ses coordonnées sur le site de La Vie agricole. Évidemment, toutes les coordonnées, le numéro de téléphone de Sylvain s'y trouve. Si vous souhaitez donc y trouver une vitrine ici, une visibilité, ou appuyer les messages que vous entendez, ce sera facile de le faire en consultant Sylvain. Nous allons tout de suite parler avec Yannick Patelli, toujours le premier sur la garde à chaque jour. Bonjour Yannick. Comment ça va aujourd'hui, mon bon ami? Bonjour Éric, ça va très très bien. Bon, bienvenue. D'autant plus qu'on a un invité de marque. Oui, effectivement. Sont tous des invités de marque, bien sûr, mais celui-ci particulièrement parce qu'il va faire appel à l'estomac et à l'heure du dîner, c'est un petit peu tannant. Vous allez l'apprendre dans un petit instant. Alors Yannick, si tu veux juste te mettre la table, c'est le cas de le dire, pour présenter brièvement l'invité, on va faire un petit tour de table ensuite. Qui est donc notre invité aujourd'hui? Alors notre invité est Frédéric Cyr. Frédéric Cyr, il est directeur culinaire au Château Frontenac. Alors Cyr, c'est un nom qui dit quelque chose dans le monde agricole. Renaud Cyr est un éminent chef cuisinier qui était d'ailleurs très proche de Jean Garon. On en parlera sûrement vers la fin de l'entrevue avec Frédéric. Et Frédéric Cyr, qui est donc à la tête du Château Frontenac, est avec nous aujourd'hui parce qu'en fait, il va nous parler de ce qu'il se passe en Covid-19 au Château Frontenac. Parce que le Château Frontenac est réactif, il est comme la vie agricole. Nous, on parle une quotidienne. Eux, ils n'ont pas complètement fermé le château. Et Frédéric, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, tu vas bien? Donc, on te voit, je pense que tu es à la cuisine du château même. Je suis dans mon bureau, dans la cuisine du château, en plein milieu de mon terrain de jeu. Écoute, on est très heureux de t'avoir avec nous ce midi. Et une chose importante qu'on voudrait dire dès le départ, moi, ce qui m'a surpris quand on s'est parlé au téléphone cette semaine, tu m'as dit le château n'est pas complètement fermé. Alors, c'est sûr qu'il y a un arrêt, évidemment, comme tout le monde, mais vous êtes en train d'organiser 4000 repas semaine, je crois, à une trentaine de personnes pour les banques alimentaires. Explique-nous, quel est ce projet en fait? En fait, on travaille avec Ivanhoe Cambridge et Fairmont pour puis la tablée des chefs. Fait que nos propriétaires nous ont comme donné l'opportunité de travailler avec la tablée des chefs pour faire 800 000 repas au total avec une initiative qui s'appelle les cuisines solidaires. Donc, on travaille avec eux. Nous, on fait 4 000 repas par jour, 5 jours par semaine, donc 20 000 repas. C'est 4 000 par jour, pas par semaine. Par jour. Non, par jour. Par jour, qui sont envoyés à Moisson Québec, à Moisson Montréal, qui sont envoyés dans les banques alimentaires du Québec pour aider les gens qui ont des difficultés à avoir de la nourriture présentement. Donc, on commence ça mardi prochain. C'est une super belle initiative. Ça nous permet de réintégrer une trentaine d'employés, de développer un plan de travail sécuritaire avec de l'espace. Là, habituellement, le château, il tourne sur quoi, à peu près 120 employés à l'année? En cuisine, 120. Au total, 750 employés. Fait que là, on doit être juste une trentaine de personnes pour maintenir les lieux ouverts. On a des chambres, on a quelques chambres. Les chambres sont ouvertes. Et on a aussi un petit service pour les repas pour les gens qui vivent à l'hôtel parce que tout est fermé autour. Mais juste pour les gens qui vivent à l'hôtel de façon très réduite, 3-4 personnes qui travaillent avec. Et explique-nous alors le concept de ces plats donnés aux banques alimentaires. C'est quoi le protocole? En fait, vous faites appel quand même à vos fournisseurs habituels? Il y a des règles sanitaires? C'est la tablée des chefs. Chez Jean-François Archambault, à la tablée des chefs, avec toute son équipe qui sollicite les grandes entreprises du Québec, Olimel, toutes les grandes entreprises du Québec qui travaillent le porc, le poulet, le bœuf, etc. Et
eux, ils trouvent des grandes quantités. C'est des grosses quantités. Hein. Je ne sais pas, par exemple, pour faire les 160 000 repas qu'on se prépare à faire la semaine prochaine, c'est 20 000 kilos de bœuf. Donc, 20 000 kilos de bœuf, un 20 000 kilos de pommes de terre, un 10 000 kilos de canage, de maïs en grains, de trucs comme ça, plus les assaisonnements, l'huile, le lait pour mettre dans la purée, toutes ces choses-là. Ça va faire comme un 60 000 kilos, plus ou moins, de denrées qui vont être distribuées entre 5 ou 6 cuisines pour commencer, mais il s'est recruté une trentaine de cuisines qui vont travailler à cette élaboration de produits-là. On est en train d'organiser ça sur 5 semaines pour commencer. Tranquillement, on espère pouvoir le faire, en fait, aussi longtemps que ça va être possible. Il faut comprendre. Et puis, physiquement, il y a une distanciation qui se fait, donc tu répartis ça sur plusieurs cuisines? Oui, ce que je fais, c'est que je fais un chiffre de jour, un chiffre de soir qui rentre à des heures séparées, donc on a le temps de laver entre les deux, et je fais 2 cuisines en même temps. Fait que ça fait 5 personnes par cuisine qui travaillent à 2 mètres de distance. Mais pour vous donner une idée, moi, dans les cuisines, je pourrais avoir 28 personnes qui travaillent en même temps avec 2 mètres de distance qui les séparent. Donc, ça fait vraiment une petite équipe avec beaucoup d'espace. Ça nous permet à nous de développer aussi toute une stratégie d'hygiène et salubrité quand les employés rentrent, où ils prennent leurs uniformes, ils lavent leurs mains, à quel endroit, à quel moment, d'avoir sur les boutons d'ascenseur, ces choses-là, d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir laver leur canard quand ils arrivent, quand ils repartent, les boutons d'ascenseur, leurs mains, à chaque étape où ils touchent des choses et où ils vont avoir besoin de relaver leurs mains. Comment on reçoit la marchandise? Quand on reçoit la marchandise de l'extérieur, elle est déballée sur les quais de réception. La nourriture est sortie de son emballage. L'emballage est jeté tout de suite. Puis la nourriture est amenée dans la cuisine, déjà déballée, assurément, juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination croisée entre les deux. C'est quand même toute une gymnastique qui est assez... Toute une gymnastique et toute une organisation que tu trouves à gérer. On rappellera que le Château Frontenac, en tout cas la cuisine du Château Frontenac fait appel à beaucoup d'achats locaux. Tu le disais, tu n'es pas le fils de Renaud Cyr pour rien. Le terroir du Québec est important pour toi. Tu achètes, tu nous as dit tout à l'heure en pré-entrevue, entre 15 et 20 000 $ de fromage de spécialité par semaine. Ouais. Au global, 100 et quelques mille dollars par mois de fromage. De fromage. Mais vous savez, à Château Frontenac, l'épicerie moyenne, c'est 1 demi-million de dollars par mois à peu près. C'est pour 6 à 7 millions de dollars par année. C'est 800 000 repas. Donc, c'est quand même une grosse, grosse structure. Fait que nous, on a vraiment, à toutes sortes de niveaux, autant dans la grande industrie que dans du très petit artisan, on a tout un réseau, ça représente peut-être 180, 200 à 200 fournisseurs différents qui nous fournissent l'été les légumes et tout en plus, mais sinon l'hiver, presque tout, en fait tout. Presque tout, peut-être un peu au niveau du bœuf sur des gros volumes. C'est un bœuf qui n'est pas élevé au Québec, mais sur le bœuf, par exemple, pour le restaurant de Champlain, c'est toute la ferme Island de Lobinière. C'est vraiment des petits fournisseurs, des petits éleveurs dont on prend une partie du... Alors évidemment, Frédéric, le tourisme est à l'arrêt, hein, comme une grande partie du secteur du pan économique du Québec et du Canada et du monde même. Mais le tourisme est à terre. Bon, il n'y a plus de réservation évidemment pour cet été. C'est un peu plus lent pour l'automne prochain. Il reste il y a un impact aussi sur l'agriculture parce que ce qu'on appelle le HRI, l'hôtellerie, restauration, institution, ben, vous êtes des consommateurs en fait d'agriculture. Donc les agriculteurs le ressentent dans le champ aussi. Oui, c'est sûr. Pour nos, c'est une bombe pour tout le monde. Hein. C'est l'effet d'une guerre invisible, là, mais tout le monde a eu un peu le même impact. Nos fournisseurs se sont mis à vendre en boîte à livrer des découpes de bœuf, des découpes de porc, fromage, même chose. Les distributeurs se sont mis à faire des boîtes pour les particuliers, essayer de faire des trucs pour livrer à la maison, pour un peu gérer la production actuelle qui était déjà sur le point d'être complétée puis prête à envoyer dans le réseau de distribution. Mais après, il va falloir un peu voir comment nous, on travaille. Nous, on continue. Le problème, c'est qu'on n'a pas de volume. Fait qu'on a brisé aucun lien d'affaires. On ne les a pas remplacés par personne parce qu'ils sont là, ils sont disponibles pour nous livrer, etc. Le problème, c'est qu'on n'a pas. Fait qu'il faut trouver des nouvelles initiatives, des nouvelles opportunités d'affaires pour faire travailler nos équipes.
Puis après les banques alimentaires, dans les nouvelles avenues potentielles, tu nous disais en fait que possiblement, si les chantiers vont réouvrir, tu pourrais livrer les chantiers en fait. Tranquillement, il va y avoir les chantiers de construction qui vont recommencer. Il va y avoir la sécurité publique qui va peut-être avoir des besoins aussi. Je veux dire, tout ça, c'est des idées. Mais on lance un peu la perche à gauche, à droite pour voir qui va faire des grands travaux cet été parce que des grands travaux amènent des grandes équipes et ces grandes équipes-là n'ont pas forcément de place à aller manger parce que la restauration va peut-être s'ouvrir beaucoup plus tard. Fait que nous, ça va nous permettre d'arriver de façon transitoire. Moi, dans mon équipe de cuisine avec la plonge, on est 125. Fait que là, j'en remets une trentaine au travail. Avec les petites chambres, les choses que j'ai à côté, je vais peut-être avoir 30-35 personnes. Mais bon, ça me reste quand même encore 90 personnes à remettre au travail. Fait que c'est un peu ma préoccupation présentement. Fait qu'on cherche les grands festivals de l'été. Le festival d'été vient d'annoncer qu'ils ne seront pas là cet été. Fait que là, on a quand même beaucoup de grands événements qui... la clientèle asiatique, nous, on a une grande clientèle coréenne, la clientèle européenne. Peut-être on aura de la chance vers le milieu de l'été, peut-être avec la frontière américaine. Si la frontière américaine réouvre, on est à distance de voiture. Sinon, vous allez compter essentiellement sur les Québécois qui, de toute façon, ne pourront pas aller à l'étranger. Qui ne pourront pas aller à l'étranger. C'est une belle clientèle aussi qui est très présente l'été aussi chez nous. Mais bon, c'est sûr que ça, le mix de business, comme on dit en français, est un peu moins différent que ce qu'on a habituellement. Parce que c'est sûr que pour les Européens, pour les Asiatiques qui viennent au Québec, eux, c'est des voyages d'une vie et ils voient ça. Le château est un incontournable pour eux, puis ils prévoient au moins une nuit chez nous pour avoir logé dans ce symbole de la ville, ce symbole canadien qu'est le Château Frontenac. Mais là, ça va être différent. Fait qu'on va travailler autrement, on va développer les choses autrement, mais le but, c'est de remettre nos gens au travail, de continuer à collaborer avec nos producteurs pour s'assurer qu'on est capable d'aller de l'avant dans tout ça. Alors, on va pouvoir, Frédéric, tout à l'heure échanger parce que, comme tu le sais, sur le panel, il y a beaucoup de gens qui interviennent avec nous, dont les gens de l'Institut Jean Garon. Justement, pour faire la transition, ton père, René Cyr, était très, très proche de Jean Garon. Jean Garon l'écrit dans ses mémoires. Tu as vécu les histoires de Jean Garon, René Cyr au Manoir des Érables à Montmagny. Quelle anecdote te vient en tête comme ça quand tu penses à Jean Garon? À l'époque, c'était différent. Fait que souvent, Jean Garon, il allait, par exemple, aller dans une région et revenir de nuit vers Québec ou de soir vers Québec. Fait que je me souviens un soir où il avait appelé mon père et il avait dit « Là, Renaud, faut vraiment que je te parle. Traverse à l'hôtel, je vais être là dans 45 minutes. » Il était 3 heures du matin, je pense. Fait que je me souviens que ma mère était allée ouvrir l'hôtel, qu'ils avaient fait du café, qu'ils étaient revenus, qu'ils avaient eu une discussion, que mon père était revenu au petit matin où le jour était déjà levé quand il est revenu à la maison. Fait que c'était vraiment une grande proximité entre Jean Garon et mon père parce que c'était des gens, primo, qui avaient des rêves similaires et différents. Tu sais, Jean Garon créait une agriculture de chez nous en créant des volumes, en voulant assurer des revenus aux agriculteurs, etc. Parce qu'aux grandes familles de l'époque qui faisaient de l'agriculture, mon père avait aussi un désir de diversité parce que forcément, quand vous êtes chef de cuisine, il faut une diversité de produits. Fait que les enjeux n'étaient pas forcément pour eux aux mêmes endroits. Fait que c'était assez sympathique de les voir discuter, d'avoir ces grandes discussions sur la direction à prendre en agriculture. Il y avait l'agro-business qui permettait d'avoir des assurances récoltes, des ci, des ça. Puis il y avait aussi toute cette diversité-là de plus petits produits. Fait que ça avait créé, quand la ferme d'Orléans, ces choses-là, ça avait créé, c'est eux ensemble qui avaient réfléchi l'idée d'avoir des petits permis pour le pigeon, le foie gras, puis toutes ces petites choses qui se prêtaient mal dans l'agriculture industrielle, mais qui permettaient d'avoir un paysage culinaire plus varié, tout ça. C'était quand même une époque où il se créait beaucoup de choses très concrètes qui allaient changer comment on allait cuisiner. Qui a mis la table à la nouvelle vision de l'agriculture et de l'agroalimentaire du Québec. Puis Jean Garon, qui a été effectivement un symbole en agriculture, qui a été aussi pour nous un mentor important pour le journal La Vie agricole,
puisqu'il a été chroniqueur jusqu'à son décès chez nous. Et on a créé par la suite le fameux Institut Jean Garon qui organise certains débats. On prépare actuellement avec Luc Boivin, la fromagerie Boivin, un fromage, le Jean Garon, qui sortira l'année prochaine. Donc Jean Garon est décédé, mais il est encore très très présent autour de nous. Et j'aurais tendance à dire, demandons aux gens de l'Institut Jean Garon d'échanger avec toi. C'est drôle parce que, juste pour finir, il parlait de l'autonomie alimentaire, de l'indépendance alimentaire. C'était quelque chose de très populaire il y a plusieurs années, puis c'est quelque chose dont on a arrêté de parler. Et présentement, avec la pandémie, avec les manques, les difficultés d'import-export, etc., ça devient toute une autre... ça redevient d'actualité. Et ça redonne une place aux produits de chez nous qui était un peu qu'on avait remplacé. Parce que pour moi, c'est un challenge aussi de dire à mes patrons, OK, on va trouver des produits de chez nous qui sont au même prix ou qui sont moins chers ou qui sont un peu plus chers, puis on va les acheter malgré les variables, même s'ils sont plus chers parce qu'on veut supporter les gens de chez nous. Fait que c'est sûr que dans l'industrie du voyage, cette logique-là du produit de chez nous, elle a changé parce que dans la logique du voyage, il y a l'idée que si on reçoit des gens de l'extérieur, ils veulent manger le lieu qu'ils visitent. Donc, ça, c'est reconnu autant pour Accor qu'il y a des hôtels en Asie ou partout dans le monde que pour nous, en Amérique, de vouloir que quand on va sur la côte ouest, sur la côte est, quand on est au nord, au sud, on n'a pas les mêmes menus, la même vérité. Ça fait que cette vérité-là est super importante parce que c'est ce qui fait l'expérience authentique. L'expérience authentique en tourisme, c'est la clé de presque tout quand les gens visitent un pays. Merci Frédéric, reste avec nous. Oui. Mission continue. Merci d'avoir le temps de le faire d'ailleurs, parce que la semaine prochaine, je pense que tu auras probablement un peu moins de temps à préparer 4000 repas par jour. Frédéric Cyr est chef culinaire au Château Frontenac. Le fils de Renaud Cyr, par ailleurs, question comme ça qui me brûle d'envie depuis un moment, Frédéric. Il y a un prestigieux prix en cuisine qui s'appelle le prix Renaud Cyr, qui est remis aux cuisiniers du Québec. Est-ce que tu pourrais être admissible à le mériter? Non, en fait, moi, je l'ai eu de façon honorifique à sa fondation, mais c'est quelque chose qu'on a exclu dans le prix. Ce qui t'empêche pas de mettre la en valeur. famille, tout ça, on voulait quand même pas que ce soit ça. Même il y a des proches collaborateurs comme Laurier Terrien ou des gens qui ont été très proches de Renaud Cyr à l'époque, qui l'ont eu aussi de façon honoris causa à la fondation. Ça ne t'empêche pas de mettre en valeur le terroir québécois comme le faisait ton père. L'important, c'est de faire vivre l'esprit de tout ça. Hein? Voilà. C'est le lien là. Alors, messieurs, nous sommes preneurs de questions. Nous sommes avec Frédéric Cyr aujourd'hui. Différents intervenants, vous les voyez à l'écran. Comme toujours, celui qui est le premier au départ, comme les pilotes de Formule 1. Je vois également Simon Bégin qui ne peut se retenir. Il y a Michel Saint-Pierre qui me fait signe depuis un bon moment et qui s'impatiente. Je vais donc laisser le coprésident de l'Institut Jean Garon, Michel Saint-Pierre. Michel. Merci. D'abord, ma première chose, merci, M. Cyr, d'être avec nous. Ça me rappelle des bons souvenirs, d'une part. Mais surtout, aussi félicitations pour cette initiative-là qui va prendre son envol la semaine prochaine. C'est absolument très intéressant. Et l'autre chose que je voulais souligner, c'est que votre adaptation à la nouvelle réalité, par exemple, de l'espace entre chacun, je pense, c'est un premier exemple de ce que devront faire beaucoup de secteurs de notre économie lors de la reprise qu'on espère le plus tôt possible. Et je voulais revenir quand même, si vous permettez, sur Renaud Cyr et Jean Garon, que j'ai connu, j'ai voyagé d'ailleurs avec Jean Garon, et comme vous disiez, comme il n'y avait pas d'heure pour lui-même, il n'y en avait pas d'heure pour les autres non plus. Alors, je me souviens d'être allé avec lui aux îles de la Madeleine et d'avoir littéralement ouvert un restaurant qui était fermé pendant une bonne partie de l'année, tout l'hiver, parce que M. Garon voulait manger à cet endroit-là. Alors, il occupait beaucoup de place et on voulait, par le nom que l'Institut s'est donné, on voulait aussi démontrer qu'il peut y avoir des initiatives, que le ministre et le ministère peuvent être encore des locomotives, puis on voudrait, nous, actuellement, profiter d'une situation pas très agréable, mais des fois on dit à quelque chose malheur est bon. Alors, ce que ça nous permet, c'est de dire le ministère, le ministre doivent être à nouveau des joueurs
de première importance actuellement et n'oublions pas lors de la reprise aussi, et c'est un peu ce qu'on se charge de faire, c'est un peu notre message. On voudrait que les gens n'oublient pas et on voudrait que dès la reprise, on puisse organiser quelque chose qui donne le focus, mettre le focus sur une agriculture plus diversifiée et plus plurielle, ce qui a été un peu le motif du rapport Pronouveau. Alors, on voudrait le faire revivre, ce rapport-là. Merci. Mon message était peut-être un peu long, mais je pense qu'il y avait beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à dire actuellement. Merci beaucoup. Merci, Michel Saint-Pierre, co-président de l'Institut Jean Garon. Paraît qu'au Manoir des Érables, il y avait des chambres très confortables. Et l'un de ceux qui les a souvent visités, pendant que Jean Garon prenait le café en pleine nuit avec Renaud Cyr, Simon Bégin, lui, se faisait préparer des chambres par Lorraine, la mère de Frédéric, notre invité aujourd'hui. Vrai ou faux, Simon Bégin? J'espérais que la communication soit bonne. Je ne sais pas si on va merci beaucoup, M. Cyr. Ça m'a tellement fait. C'est pas facile. Je vais laisser passer son tour. Alors, malheureusement, on n'est pas en mesure d'établir une bonne communication avec Simon, comme vous l'entendez vous aussi. Je passerai donc la parole du côté de M. Guy de Bailleul, professeur d'université. Pour Frédéric, j'imagine, Guy? Oui, bonjour, M. Cyr. Bonjour. Tout à fait comme Michel, j'ai envie de vous dire d'abord merci pour pour avoir accepté notre invitation. Merci pour votre témoignage et surtout bravo pour l'initiative que vous avez entreprise de concert avec la table des chefs. Ce qui me frappe justement dans cette expérience, c'est que en ce moment, on entend beaucoup parler de blocage, de facteurs de rigidité dans notre système agroalimentaire, du fait qu'un certain nombre de livraisons ne peuvent pas se faire. Dans le même temps, on voit beaucoup de petits restaurants qui se retournent très vite pour mettre en place des services de livraison. Et ce que votre témoignage illustre, c'est que finalement, à l'échelle de grandes opérations comme celle du Château Frontenac et d'autres, quelques-unes comme ça, insérées dans des circuits importants de livraison, votre expérience montre qu'on peut se retourner très vite. Vous avez dit que pour l'essentiel, vos circuits d'approvisionnement n'avaient pas été modifiés, mais j'imagine que la logistique, elle, est différente. Et puis, d'autre part, il faut que vous assuriez la livraison dans les banques alimentaires. Quand je pense aux perspectives que vous évoquez pour une plus grande reprise du côté des chantiers de construction, je pense que ça témoigne de la capacité de certains segments du secteur agroalimentaire et au niveau de la restauration de s'adapter assez rapidement, même si c'est partiellement, à une situation qui est complètement bouleversée. Et je me demande comment on pourrait capitaliser assez rapidement sur des expériences comme la vôtre. Moi, vous savez, le grand avantage qu'on a souvent, les gens trouvent ça, réalisent pas l'ampleur de la machine qui est un hôtel comme le Château. C'est 750 employés, c'est un groupe comme Fairmont qui est partout à travers le Canada. C'est 300 fournisseurs, des gros fournisseurs. Donc, ça nous permet souvent de se réagir. Il y a très, très peu de choses qu'on ne peut pas réaliser dans un hôtel comme le nôtre. À partir du moment où nos employés sont en bonne santé, ils sont protégés, ils sont installés pour travailler, qu'on a la matière première pour le faire, il y a très, très, très peu de choses qui sont impossibles de faire. Parce que ce qu'on réalise présentement, on le réalise, on est une petite partie des gens au château, mais on est aussi avec des acheteurs d'un groupe comme GFS qui, eux, vont aller chercher les pommes de terre de l'Association des producteurs de pommes de terre du Québec, puis qui vont nous amener 20 000 kilos de pommes de terre dans leur entrepôt de Montréal, qui vont distribuer à travers le Québec. Donc, si on arrive à prendre ces produits-là, et on le fait gratuitement ou presque, donc c'est la preuve qu'avec de la bonne volonté, un peu de réflexion, on va être capable de faire à peu près n'importe quoi. Moi, j'ai aucun doute qu'on soit capable de se... Mais j'aurais envie de vous demander, est-ce qu'une partie de votre expérience pourrait être transposée, par exemple, à des secteurs qui pourraient réouvrir partiellement? Par exemple, si on réouvrait les écoles
tout ce qui concerne les restaurants scolaires, les cantines scolaires, qui devront aussi devoir se réorganiser complètement pour leur cuisine. Est-ce que votre expérience pourrait être mise à profit éventuellement? Mais présentement, elle est mise à profit. Toutes les cuisines qui font partie de Cuisine solidaire s'entraident les unes les autres à se dire, bon, mais comment ça se passe chez vous? Comment vous êtes organisé votre truc? Est-ce que vous avez assez d'espace? Comment vous allez fonctionner? Qu'est-ce que vous avez fait pour vos employés? Qu'est-ce que vous avez fait avec les uniformes? Qu'est-ce que vous avez fait? Tous ces trucs-là au niveau des livraisons, par exemple. On a chacun notre façon de faire parce qu'on n'a pas les mêmes lieux physiques. Donc, pour préserver les distances, déposer la matière première, ces choses-là, on est obligé de réorganiser les trucs. Mais c'est sûr que ça ressemble beaucoup à ce qu'il va y avoir dans une école secondaire de 600 étudiants où il faut préparer 600 repas chaque midi. Bon, mais comment on va retravailler ça? On va le faire un peu de la même façon. Puis ces gens-là vont parler avec nous. Présentement, l'école de la capitale, il y a Mario Martel qui est à l'école de la capitale ici à Québec, qui fait partie de l'initiative des cuisines solidaires. Fait que lui, il est déjà un peu avoir ce modèle-là à travers la commission scolaire de la capitale. Puis les restaurants normandins sont impliqués avec nous. Il y a beaucoup de gens, d'acteurs qui jouent à différents niveaux. Les Normandins, ils ont leur restaurant, mais ils travaillent beaucoup ça dans leur plan de production parce qu'ils ont une usine de production qui produit pour tous leurs restaurants. Leur sauce à spaghetti, ces choses-là, qui travaillent de là. Fait que c'est quand même intéressant de voir que ça inclut pas juste le Centre Bell à Montréal, qui a des clients, qui a des cuisines immenses, est en train de travailler aussi, lui aussi. Fait que ça permet d'avoir d'activer des gros centres de production dans les différentes villes, puis avec une production qui, moi, je pense, tout dépendant comment on va être capable. Le grand problème présentement, ça va être beaucoup plus la nourriture que notre capacité à produire les repas. Parce que ça demande 60 000 kilos de nourriture par semaine. 60 000 kilos de nourriture par semaine, c'est énorme. C'est quand même, on parle d'un produit de 4 semaines. Mais en même temps, j'aurais envie de dire aux intervenants, à Frédéric et aux intervenants, d'un côté, l'inquiétude de ton côté, de toi et des cuisines solidaires, c'est de trouver de la nourriture. Mais de l'autre côté, on entend hier un maraîcher qui nous dit j'ai des choux, j'ai 250 000 $ de stock de choux. En fait, il y a des gens d'abord qui ont des surplus. Le lait, n'en parlons pas. Comment ça se fait qu'on ne peut pas connecter ça? Ben, on se connecte, mais 60 000 kilos. Dans cette problématique-là, 60 000 kilos, c'est trop peu. OK. Comprenez? Parce que dans le fond, il vient un jour où, OK, c'est bon, parce qu'avec les banques alimentaires, on en distribue aussi. Moi, en tout cas, j'ai peut-être une mauvaise réponse, finalement, quand j'ai réfléchi. Si vous appelez Jean-François Archambault ou les gens de la Tablée des chefs, je serais très surpris qu'ils ne trouvent pas une solution pour récupérer toute la nourriture que les gens ont à donner. Mais la question se posait aussi au coprésident de l'Institut ou à Yann Turmine, je pense qu'il est là aussi. C'est en fait parce qu'on vit une problématique actuellement au Québec. On voit hier un maraîcher nous dit j'ai 250 000 $ de choux non écoulés. Sur les réseaux sociaux, Sylvain Charlebois a fait un texte assez vitriolique sur c'est illégal de jeter du lait. Ça crée des réactions de tout le monde sur les réseaux sociaux, mais il reste qu'on en jette pareil du lait. En fait. Oui, puis tu sais, ça va. Moi, en tout cas, je pense que le lait, est-ce qu'on est capable d'en faire un cahier frais, qu'on est capable de congeler? Est-ce qu'on est capable d'en faire quelque chose ou est-ce qu'on le jette seulement? Parce que, tu sais, à partir du moment où nous, les produits qu'on reçoit sont des surplus de production qui ne trouveront pas à s'écouler présentement parce qu'il y a des gens qui en donnent en plus, puis il y a des compagnies qui vont faire ça pour aider rapidement, comme le gouvernement a aidé rapidement en donnant des sous à gauche, à droite pour parer au plus pressant. Sauf que, est-ce que ces gens-là vont produire? Est-ce qu'on va aller dans un mode de production pour donner? Ça, c'est différent, puis c'est une autre étape. Mm-hmm. Est-ce que ces gens-là vont vraiment transformer le lait pour le donner? On n'est pas encore là, je pense. Moi. Que ça, c'est une autre dynamique. Messieurs Saint-Pierre et de Bailleul, est-ce qu'on devrait être rendu à l'étape de dire on transforme le lait et on le donne ou c'est pas réaliste? C'est une bonne question et Yannick, je m'avoue incapable de répondre comme ça, brutalement par un oui ou par un non. Dans la mesure où M. Cyr et ceux qui travaillent avec lui ont trouvé chez
des transformateurs une aptitude à vouloir participer à une expérience comme celle qui mène en donnant une partie de leurs produits, peut-être que du côté de l'industrie laitière, on devrait aussi trouver une attitude pareille. Je sais qu'il y a déjà des dons qui se font aux banques alimentaires. Est-ce que, évidemment, la question du lait qui a été jetée a un peu focalisé l'attention, mais il y a déjà une pratique de produits donnés aux banques alimentaires. Peut-être qu'il faudrait passer à une étape supérieure. Mais on en a reçu beaucoup, hein, des produits, du yogourt, le lait, tous ces produits-là, on en reçoit beaucoup parce qu'ils ont des surplus, mais après ça, où on va aller avec ça, c'est sûr que c'est complexe. Nous, on ne pourrait pas travailler comme ça bénévolement si on n'avait pas le support de nos propriétaires et de nos patrons. Ce sera vrai pour eux aussi. En termes d'argent, qui paie pour tout ça? D'où vient l'argent? En fait, il y a beaucoup de choses qu'on se donne et la nourriture vient de ces donations-là et qu'on le reçoit gratuitement. Nous, on va payer un peu de salaire, mais on a un petit montant qui est donné par... on a un petit montant qui nous est donné par la table des chefs par repas, $1 par repas. Donc, on va recevoir 20 000 pour ça. Nous, on fait 20 000 repas par semaine. Donc, on va recevoir 20 000 mais ça ne couvre pas tout. Le reste est couvert par nos patrons où on le met en perte cette année. Puis campagne de financement, je pense. Ivanhoe Cambridge a fait un don, le gouvernement du Québec a fait un don. Il y a une levée de fonds auprès de la table des chefs présentement qui fait en sorte que c'est un geste de solidarité. Puis c'est l'ensemble des Québécois, des grandes entreprises, de l'État, et tout ça qui fait en sorte qu'on est capable de produire ces repas-là. Ces repas-là, ils sont un fragment des besoins qu'on a besoin au Québec. C'est presque 1 million de repas, donc c'est quand même beaucoup. C'est quand même un geste admirable d'une société comme la nôtre d'être capable de se solidariser en aussi peu de temps, puis être capable à chaque niveau d'intervention de trouver le moyen de faire que ça fonctionne. C'est quand même extraordinaire. Immense. Félicitations à la table des chefs. Oui, vraiment, vraiment. Et bravo pour toute la gestion de ça, Frédéric, derrière les calculs, tous les kilos de bouffe nécessaires à arriver, parce que la gestion d'inventaire avec de la bouffe comme ça, c'est jamais facile. On ne peut pas en perdre en plus, il faut bien la gérer. Messieurs, il nous reste peut-être quelques minutes avec Frédéric. Profitons-en. Si vous avez des questions, Michel Saint-Pierre? Une petite intervention sur le fait qu'on oublie souvent que notre production, et je pense le lait parce qu'il fait la manchette actuellement, d'une part, je n'ai pas beaucoup aimé l'article de Sylvain Charlebois, mais parce que c'est un système, une sorte de circuit fermé, il ne faut pas oublier ça. Là. Les producteurs produisent, quelqu'un vient le chercher, transformer ces laits-là. Dès qu'il y a un des maillons de ce circuit fermé-là qui bloque, et puis actuellement, on est dans une situation pour laquelle il y a des entraves au système. Il peut y avoir des choses comme ça, c'est ponctuel, mais ce lait-là, écoutez, la seule autre option, c'est que quelqu'un vienne le chercher dans le réservoir du producteur. C'est ça qui c'est arrivé dans le passé aussi, ça va encore arriver. Je pense qu'il ne faudrait pas en faire un cas comme on lit actuellement, établir une sorte de loi là-dessus. Là. Bon, on a un circuit qui est habituellement, qui fonctionnait bien, puis là, tout à coup, on s'aperçoit que, bon, voilà, il y a le circuit de la restauration qui lui, a été bloqué pour une bonne partie. Alors, tout ça crée une situation qui est ponctuelle, pour laquelle, évidemment, la recherche de solutions doit se faire, mais on ne peut pas blâmer qui que ce soit dans une situation comme celle-là. Il faut simplement espérer qu'on puisse assez rapidement refaire notre circuit et le compléter. Alors, c'était juste pour indiquer qu'il y a une réalité économique dans tout ça et que ce circuit-là, faut pas trop changer une des modalités pour qu'il y ait des déséquilibres comme dans le secteur du lait actuellement. Merci Michel. Vous faisiez référence d'ailleurs au texte de Sylvain Charlebois d'aujourd'hui, ce jeudi 9 avril, publié dans la Presse Plus. À moins que je ne me trompe. Non, c'est ça. Bon texte. Messieurs, Yann Turmine, 2 petites secondes. Monsieur Turmine, c'est à vous.
Oui, je pense que la notion là, de produire pour donner, c'est pas une notion qui est étrangère. Dans beaucoup de pays, même aux États-Unis, nos voisins ont un très, très large programme de soutien à l'agriculture depuis des décennies, là, justement, là, pour stabiliser leur marché agricole. Les Européens ont fait de même. C'est une grosse partie de l'aide internationale des Américains. C'est justement un programme, je ne me souviens plus du nom, mais le gouvernement américain achète des tonnes et des tonnes, des milliers de tonnes de nourriture pour les donner en aide internationale. C'est un très vieux programme. D'ailleurs, un programme qui a été souvent critiqué parce que souvent ce programme-là a été détourné à des fins un peu politiques, commerciales et tout, là, de guerre commerciale. Mais à la base, c'était le gouvernement intervenait par des achats massifs directement aux distributeurs pour redonner ça à des gens qui étaient dans le besoin. Mais même à l'interne, aux États-Unis, là, ça a été utilisé en masse. Peut-être qu'au Canada, on n'a pas... C'est pas un type... Ça a déjà existé au Canada, mais l'aide internationale, notamment dans les sardines, dans la semoule de blé et tout, mais ça prête quelque chose d'intéressant. Il y a des expériences qui peuvent être mises en place. Je pense que la situation actuelle, je pense que l'initiative des chefs, c'est merveilleux. Ça peut être soutenu par le gouvernement par des programmes mis en place. Là. Ça existe ailleurs. En passant, actuellement, dans le secteur agricole, on le voit actuellement, là, à peu près toutes les productions ont des problématiques là, de surproduction. C'est qu'il faut réagir très rapidement, qui est à peu près impossible. Le poulet est touché, le bœuf est touché, moi je m'occupe des lapins, on est touché. À peu près toutes les productions dans la viande que moi je connais sont touchées présentement. On doit réagir de façon rapide à rediriger des stocks. La structure ne peut pas. Des producteurs, tantôt je réagirai à l'article de Charlevoix, moi aussi je ne suis pas très d'accord. Il y a des faussetés qui sont dit là-dedans. Là. Les gens essaient de réagir, mais il y a une limite parce qu'on n'a pas ce genre de programme là, de produire pour donner. Mais un matin, je passe dans le port, les gens sont rendus à dire est-ce qu'on va être obligé de tuer des cochons dans nos sous parce que là, ils n'ont plus de place puis on va avoir un problème de bien-être animal. Quand on est rendu à penser à l'euthanasie là, pour une question de bien-être animal, peut-être qu'il est temps de penser justement à des programmes donnés pour produire. Ça, les modèles existent, les gouvernements, il y a suffisamment de modèles qui existent et qui marchent très bien. Je pense que ce ne serait pas très compliqué à mettre en place. Merci, M. Turmen. On passe la balle à Guy de Bailleul. Oui, je rebondis sur ce que disait Yann. Effectivement, le programme auquel il faisait allusion aux États-Unis, c'était le PL 480. Qui permettait et qui permet encore, sous certaines modalités, de donner de la nourriture, mais à l'étranger. Par contre, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'actuellement encore, la moitié du budget du budget du ministère de l'Agriculture des États-Unis, c'est consacré à des programmes alimentaires qui permettent de distribuer aux familles ou aux femmes enceintes ou aux enfants dans les écoles de la nourriture gratuitement. Et ça existe encore aujourd'hui dans l'actuelle loi de programmation. C'est vrai qu'on n'a jamais eu un programme de cette ampleur au Canada. Ça peut être aussi une question à soulever à la lumière de l'expérience que l'on vit. Moi, j'ai connu aussi, étant enfant, quand j'étais en France, un programme qui permettait de distribuer le lait dans les écoles. Ça s'appelait le lait Mendes France, du nom du premier ministre de l'époque. On pensait que ce genre de choses ne verrait plus jamais le jour. Il faut peut-être à certains moments se réinterroger sur des initiatives de ce genre. Merci, Guy de Bailleul. On signale et on souligne par le fait même qu'on aimerait bien entendre dans les remerciements du premier ministre François Legault lors de son point de presse quotidien. Et c'est Simon qui le note quelque part à Saint-Raymond-de-Portneuf qu'il serait bien que le PM, M. Legault, félicite les chefs de la tablée des chefs, dont Frédéric Scheer qui nous accorde cette entrevue aujourd'hui. C'est Simon Bégin qui nous le souligne et je me fais le plaisir de le répéter. C'est vrai qu'éventuellement, il faudra qu'on tienne compte de ce que vous faites actuellement ou de ce que vous ferez la semaine prochaine. Frédéric, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir mis sur la table... Moi, je vais juste donner un petit mot avant de partir, juste pour vous dire au revoir.
vous savez, il ne faut pas perdre de vue non plus qu'il y a 3 semaines, rien de tout ça existait. Qu'on était à 3e semaine de la tempête. Il y a 3 semaines, moi, j'étais aux Philippines. Fait que j'en suis revenu, j'ai fait 14 jours de choses, puis je suis maintenant au travail. Entre-temps, on a créé ça, on est prêt à produire 160 000 repas, 160 000 à 200 000 repas par semaine pour les 5 prochaines semaines. Puis je pense que ces initiatives-là, c'est sûr qu'il peut y avoir des petits accros au départ, mais j'ai aucune inquiétude que dans les prochaines semaines, on va trouver des solutions à ces problèmes d'approvisionnement, puis aussi pour la saison d'été, la saison de culture, pour les agriculteurs, etc., qui vont travailler avec nous. Bonne chance à tout le monde. Mais bouge pas, mon ami Frédéric, oui. parce qu'on a quelque chose d'intéressant. Puis on va te faire participer, toi qui es bon pour faire de la gestion alimentaire. On va te parler de poulet sur la planète. Guy Duval, on fait appel à toi maintenant pour les nouvelles du jour. Tu parlais tantôt, Frédéric, il y a un moment des travailleurs étrangers temporaires. Guy, on a de bonnes nouvelles. Là. Il y a 1600 travailleurs qui vont prendre l'avion d'ici les prochaines semaines? Oui, disons que les producteurs maraîchers ils espèrent de sauver leur saison, hein, malgré la pandémie. Alors, du 14 au 23 avril, on attend à l'aéroport Montréal-Trudeau 1000 travailleurs mexicains et 600 guatémaltèques. En tout cas, ça va être au moins ceux-là qui vont les aider. Lorsqu'ils vont arriver, ils vont être testés à l'arrivée puis placés en quarantaine. Alors, après la quarantaine, la problématique des producteurs, ça sera justement la distanciation sociale là, pour amorcer le travail dans les champs. Bon, alors ça, c'est un pas de fait par en avant. Donc, plus ou moins 1600 travailleurs qui vont atterrir au Canada, au Québec. Mais 2 pas en arrière, il y a des abattoirs qui ferment aux États-Unis. Oui, il y a 3 abattoirs qui sont fermés aux États-Unis actuellement, dont une qui produit 10 000, qui abat 10 000 porcs par jour. Alors, la problématique qu'ils trouvent là-bas, c'est la disparité entre ce que reçoivent les producteurs et ce que le prix est payé à l'épicerie, parce que les prix à l'épicerie augmentent et les producteurs, eux, ils ont des problèmes pour se faire payer le prix chute actuellement. Un peu plus difficile de ce côté-là. On termine avec un saviez-vous pas, saviez-vous que? On a parlé des abeilles hier, c'était très intéressant. Aujourd'hui, on met au défi les gens de trouver les réponses à quelques questions au sujet du poulet, Guy. Oui, j'ai toujours le petit saviez-vous, là, c'est au sujet des poulets de chair industriels au niveau mondial. Alors, la première question. On élève environ combien de poulets de chair dans le monde? Messieurs. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Je peux vous donner des pistes. 20 milliards, 40 milliards, 60 milliards. Je dirais 60 milliards. Bonne réponse, M. Debailleul. On voit que c'est un universitaire. Deuxièmement, le poulet est l'une des viandes les plus populaires au monde. Alors, de 1996 à 2016, la demande a cru de combien dans l'Union européenne? La croissance en pourcentage, de combien de 1996 à 2006? 2006-2016? 1996 à 2016. Alors, j'ai entendu une bonne réponse de M. Saint-Pierre. 40 de la l'Union européenne. En Chine, maintenant. En Chine, c'est 120 %. Le doublé. 89 et en Inde. À peu près pareil. 183 en Inde. OK? Alors, un poulet industriel vit en moyenne combien de jours? 31, 42, 58. 58. Oh, plutôt 42. 31. 42. 42, la bonne réponse. Et la dernière, et ça bat dans le monde combien de poulets à chair chaque seconde? Il faut diviser 60 milliards par le nombre de secondes dans une année. 1000, 2000 ou 3000. Oh, je vais vous donner une chance. 3000. 1000, 2000 ou 3000, messieurs, prononcez-vous. 2000 chaque seconde. 2000 poulets de chair abattus chaque seconde sur la planète Terre. C'est Oui. en temps de confinement aussi, Guy? Je suis content de ne pas être un poulet. Merci, messieurs, de votre participation à notre quotidien. Alors, c'est mon aujourd'hui. quiz de la journée.
Merci, Guy. Merci à Simon Bégin, Saint-Raymond-de-Portneuf, qui a tenté de participer avec nous. Par écrit, il l'a fait. Merci. Merci à Michel Saint-Pierre, qui est toujours là, prêt à partir pour chacune des questions. Guy de Bailleul, quelque part également du côté de Montréal, qui va encore bien. Hein? Guy a été un des premiers diagnostiqués. Il a été diagnostiqué négatif, ce qui était très positif dans son cas. On démêlera ça plus tard. Yann Turmine est avec nous également de chez Bellil Solutions de Nutrition pour prendre des nouvelles des représentants sur la route, qui sont actifs, bien sûr, en travail à la maison, en télétravail. Et Frédéric Cyr, qu'on aperçoit à l'écran. Je sais que ta mère nous a regardé un petit peu ce midi, Frédéric. Salutations à Lorraine. Merci de ta participation. Puis bonne chance pour la semaine prochaine. 4000 repas. Moi, j'ai de la misère avec 3 repas par jour. T'en fais 4000 par jour? Ah, mais nous, on est bons. Hein. On est bons dans ces gros volumes-là. On aime ça en plus. C'est comme du sport. C'est comme les Olympiques. Merci d'avoir été avec nous, Frédéric. Au revoir. Yannick Petelli va compléter avec toi. Merci, Oui, Frédéric. Je pense qu'Éric, Yann voulait s'exprimer un peu sur le texte de Charlevoix. Peut-être si on a quelques minutes avant de clôturer l'émission. Si ça n'avait pas été dit, M. Turmine. Oui, j'ai lu ça. J'ai été resté un peu surpris. Je pense qu'il y a des correctifs à amener. Il a liré ça un petit peu, l'article de Chipsta, Shot, là, de la part de M. Charlevoix, mais un matin, il faut comprendre que les producteurs là, qui jettent leur lait, là, ou le lait qui est donné, là, ils payent. Oui, ils sont payés, mais collectivement, là, ça se traduit par une baisse de leur prix. D'ailleurs, c'est le principe de la gestion de l'offre. Les producteurs de lait de façon bénévole, ils ont toujours donné des banques alimentaires. Mais ces dons-là font baisser le prix de l'ensemble des producteurs. Pour une raison ou une autre, un producteur qui jette son lait, ça veut dire qu'il y a une série de producteurs qui vont jeter leur lait. Oui, ils vont être rémunérés, mais c'est l'ensemble des producteurs qui vont payer pour ça. Ça veut dire que ça se traduit par une baisse du prix du lait. Bon, un matin, là, de dire que c'est les taxes qui payent ces dons-là, ou de le laisser faire croire, c'est pas le cas. Les subventions que les producteurs reçoivent actuellement, là, c'est des subventions qu'en passant, les producteurs n'ont jamais demandé. C'est des subventions qui sont liées là, à l'ouverture des frontières, qui a occasionné des baisses de production. Et c'est des compensations d'adaptation pour que les producteurs s'adaptent à ces nouveaux marchés. Là. Alors, d'associer les subventions encore au jetage du lait, regardez, là, c'est pas le cas. Je pense que M. Charlevoix devrait des fois, en tout cas, tourner sa langue avant d'écrire. Je trouve que là, je pense que ça mériterait de sa part des excuses, là, puis de rectifier le tir, parce que ce qui a été dit, ce qui a marqué, c'est faux, là, c'est des faussetés. Là. Disons-le, là, c'est des faussetés. Des fois, il dit des choses correctes, là, mais dans ce cas-ci, là, je pense que ça mériterait un rectificatif. On verra si le message sera entendu ici même. Merci Yann Turmine de ce mot de la fin pour ce jeudi 9 avril. Merci messieurs d'avoir été là aujourd'hui. Yannick, on était à dire qu'on prend congé vendredi et lundi puisque c'est la fin de semaine sainte, fin de semaine de Pâques. On se donne rendez-vous mardi. Est-ce qu'on a une idée du topo de la semaine prochaine? Oui, on a une idée pas mal. On sait déjà qu'on a Mathieu Frigon de l'Association des transformateurs laitiers du Canada qui va être avec nous mardi prochain. Également Étienne Fourmont, le producteur laitier, youtubeur français qui vient tous les lundis, mais comme le lundi, on n'est pas là, il sera là mardi. Mercredi, on reçoit Richard Ouellet pour parler des traités internationaux, professeur de l'Université Laval, un contact de M. de Bailleul. Jeudi midi, nous aurons Christine Saint-Pierre, ancienne ministre de la Culture, entre autres, ancienne journaliste très, très fervente de la liberté de presse. C'est une des raisons pour lesquelles elle sera avec nous aussi jeudi. Elle vient d'un milieu agricole, tu le sais, elle est de Saint-Roch-des-Aunais, proche de chez toi, Éric. Nous aurons également une travailleuse de rang. Nous aurons également M. Pierre Pétel de CropLife la semaine prochaine. Donc, beaucoup d'invités au cours de la semaine prochaine.
Merci Yannick, merci à vous tous d'avoir été là aujourd'hui. Nous allons nous quitter sur ces mots en vous souhaitant une belle et bonne journée, une belle fin de semaine de Pâques également. Respectez les règles de confinement, de distanciation sociale et tout ce qu'on a demandé pour qu'on puisse le plus rapidement possible sortir de ce temps de crise lié au coronavirus COVID-19, ce qui ne vous empêche absolument pas de partager ce dont vous venez d'assister, c'est-à-dire la quotidienne agricole et agroalimentaire du jeudi 9 avril à mardi dès midi en direct ou en différé quand bon vous semble. Sur ce, portez-vous bien, faites attention à vous, bien sûr.